Salut les mangeurs de livres, vous avez un petit creux? Ah bah aujourd'hui je vais essayer de vous remplir la panse avec un auteur totalement oublié et qui pourtant est un des pères fondateurs de la fantaisie et du roman merveilleux. J'ai nommé Abraham Merritt. Alors pourquoi j'ai envie de parler d'Abraham Merritt aujourd'hui? C'est parce que je suis tombé sur une réédition d'un de ses ouvrages célèbres qui s'appelle Les Habitants du Mirage. Et cette nouvelle édition en fait a été mise en œuvre par une nouvelle maison d'édition, enfin nouvelle, pour ceux qui suivent un peu les sorties en fantasy, elle doit avoir, je sais pas, entre 5 et 10 ans. Elle s'appelle Calidor. Et le but de cette maison d'édition, c'est d'éditer tous les textes fondateurs de la fantasy mondiale et qu'on a oubliés en fait et qui sont plus trop disponibles aujourd'hui. Donc moi ça m'avait attiré déjà quand ils avaient sorti les premiers, il y avait Les Habitants du Mirage, il y avait, si je me souviens bien, le Canne Blanc, Le Loup des Steppes d'Harold Lamb, il y avait Ludan Brume. Et comme moi je suis un fanat de vieille fantasy, j'avais trouvé ça plutôt cool comme initiative de cette maison d'édition Calidor. Et là, donc, en farfouillant dans ma bibliothèque, en me demandant de quoi j'allais parler dans ce podcast, je suis tombé sur les quelques volumes que j'ai de chez eux, là, de Calidor, et je me suis dit, tiens, Abraham Merritt, je suis sûr que parmi tous ceux qui écoutent ces podcasts, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Et c'est malheureux, parce que c'est un ancien. C'est vraiment un des grands anciens, comme dirait notre ami Lovecraft, qui était d'ailleurs un grand fan de Merritt. À tel point qu'il lui a rendu grâce, qu'il lui a rendu hommage plusieurs fois. Il estimait que c'était The Lord of Fantasy. Et il a dit une fois que Merritt est la plume la plus poignante et singulière de tous les pulps. Il a cette capacité particulière de donner vie à un univers tout en insufflant à son atmosphère une aura de menace latente. C'est pas mal, hein, de la part d'un mec comme Lovecraft. Et en fait, il parle des pulps, notre ami Lovecraft, dans cette dédicace là, à Merritt. Et pourquoi? Parce que justement, à l'époque, tous ces mecs-là, là, Lovecraft, Merritt, Edgar Rice Burroughs, bah, ils n'avaient pas la chance d'avoir leurs livres, enfin leurs œuvres éditées en livres. C'était l'âge d'or des pulps. Comme je l'ai expliqué dans un podcast précédent, les pulps, déjà ça s'appelle les pulps parce que c'était fabriqué avec de la pulpe à papier vraiment de bas étage, entre guillemets, celle qui était la moins chère possible. Donc c'était ce qu'on appelait des dime novels. Les Penny Dreadful aussi, il y a une série qui s'appelait Penny Dreadful. En fait, pourquoi on appelait ça comme ça? C'est parce que ça coûtait pas cher, ça coûtait 5 cents. Et donc pour les gens qui étaient fanats d'aventure, ils pouvaient s'acheter un pulp chaque semaine et pour pas très cher. Et donc il y avait des pulps spécialisés dans chaque type de littérature de genre. Il y avait le fameux War Tales où justement Lovecraft, Howard et consorts ont fait Flores. Il y avait Astounding Stories, Wonder Stories, j'en passe et des meilleurs. Mais le truc de Merritt, c'est que lui, c'est vraiment un des précurseurs. Parce que, bon, c'est un mec qui est né en 1884 et qui est mort en 43. Donc, à peine 59 ans d'existence. Et en réalité, il a écrit que de 19 à 35. Donc, c'est une petite carrière littéraire. Il a écrit 8 romans et quelques nouvelles. Mais, à son époque, c'était l'écrivain préféré des lecteurs. Il y a même, à un moment donné, je crois que c'était en 1938, 38 ou 48, il faut que je me gratte un peu la tête, mais je crois que c'est en 1900. Il est mort en quelle année? En 43, ouais, je crois que c'est en 1948. En 1938, donc. Le Pulps, là, le magazine Argosy, demande par concours, par voie de concours à ses lecteurs, parmi des dizaines d'auteurs qu'ils ont publiés, quel est euh, le texte préféré des lecteurs d'Argosy. Et pourtant, dans la liste d'auteurs, il y avait Edgar Rice Burroughs, donc le créateur de Tarzan et John Carter, il y avait John Buchan, celui qui a écrit les 39 marches, il y avait plein de mecs de l'époque, il y avait Lovecraft, il y avait euh, Robert Howard, enfin, il y avait tous les grands de l'époque.
Et en fait, donc le mois d'après, quand le résultat tombe, qui c'est qui gagne la palme? C'est Abraham Merritt avec Le Gouffre de la Lune, The Moon Pool. Et ça a étonné pas mal de gens, et en fait, donc ils ont réédité The Moon Pool, et même après sa mort en 43, en réalité, ça continue à se vendre, ça se vendait à des millions d'exemplaires, à tel point qu'à un moment donné, ils ont sorti un magazine qui s'appelait, je crois, All Merit Weekly ou un truc comme ça, alors qu'il était mort et qu'il avait écrit que 8 romans. Et en fait, après, avec la guerre de Corée, comme le prix du papier a explosé, ils ont arrêté d'éditer ce magazine, mais de toute façon, il n'y avait que 8 romans et quelques nouvelles à rééditer, donc il n'aurait pas pu faire long feu. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un grand oublié, que pendant, on va dire, toute la moitié du XXe siècle, il était connu, reconnu, il vendait plus que même les mecs de l'âge d'or de l'époque, les Heinlein, les Van Vogt et compagnie, et qu'aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un même qui s'intéresse à la SF ou à la fantasy, est-ce que vous connaissez Abraham Merritt? Eh ben malheureusement, je sais pas, dans 90% des cas, on vous dira non, je connais pas. Et une des raisons pour laquelle il est méconnu, c'est que, bon là, à part Calidor, là, qui a sorti Les Habitants du Mirage, et qui a sorti aussi dans une belle édition Le Visage dans l'Abîme, là, y a pas, alors là c'est vraiment récent, je crois que ça doit faire un an. C'est une édition avec des illustrations un peu léchées. Donc à part eux, moi j'ai connu Abraham Merritt avec les vieux poches J'ai lu de SF. Alors souvent on tombait sur justement la Nef d'Ishtar ou le gouffre de la lune ou les habitants du mirage même. Moi je me rappelle que j'avais lu la Nef d'Ishtar je crois en premier et bah, c'était fantastique, hein. Mais à part ces petites éditions que les plus jeunes d'entre vous ne doivent pas connaître, c'était vraiment des poches avec des couvertures un peu flashy et psychédéliques. Et ben le seul les seules éditions qui avaient sorti du Abraham Merritt, si je me souviens bien, c'était les éditions Lefranc. Les éditions Lefranc, ça aussi c'est marrant, c'est dans les années, je sais pas, 80, 90, peut-être 90, et ils ont sorti justement, et je pense que c'était en bootleg, hein, des éditions Lefranc, c'était des éditions belges, et je crois qu'ils ont fait toutes ces éditions sans payer aucun droit d'auteur. C'est d'ailleurs pour ça que souvent ça fermait, ça réouvrait en changeant. Alors il y avait le franc avec un C, le franc avec un CK, après ils ont appelé ça édition Ananké. En tout cas, je m'en fous, moi ça m'a permis d'avoir des intégrales de fou. Alors ils avaient sorti, je me rappelle, je me baladais à Châtelet-Léal et je vois dans un magasin de BD, ils avaient un rayon SF au fond et je vois le cycle de Vénus d'Edgar Rice Burroughs. Et je deviens fou. Je deviens fou parce que c'était super dur de choper du Edgar Rice Burroughs. Les seuls qui avaient édité du Burroughs, c'était du Burroughs, pardon. C'était les éditions Néo. Alors pareil, je sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui se rappellent des éditions Néo, mais ça c'est fantastique. C'était, ça s'appelle Néo pour nouvelle édition Oswald. C'était un couple, le couple Oswald qui s'était dit qu'ils allaient éditer tous les grands. Euh, Eux ils appelaient ça du fantastique. Mais en fait c'était la SF, la fantasy et le fantastique justement de tous ces auteurs de pulps anglo-saxons. Et c'est une collection encore mythique. Je crois qu'il y a 240 ou 250 volumes dans la collection. Et il y a tout le monde, quoi. Il y a Burroughs, il y a Robert Howard, il y a C.S. Lewis, il y a H. Rider Haggard, il y a justement Abraham Merritt. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous parler d'eux pour les éditions qui avaient édité Merritt, mais je crois qu'il y en a deux chez eux. Il y a La Femme au renard et un autre que j'ai jamais chopé d'ailleurs. Mais en tout cas, dans mes jeunes années, c'est avec ces bouquins que j'ai commencé à connaître Mérite. Et donc les éditions Lefranc, comme je vous dis, j'ai trouvé l'omnibus là, du cycle de Vénus. D'ailleurs, Edgar Rice Burroughs, je vais vous bassiner avec, hein, je vais sûrement faire plein de podcasts. Alors je sais pas si je ferai des podcasts par livre ou si je ferai pas un jour un grand podcast géant sur toute son œuvre, parce qu'il mérite. C'est avec justement, il mérite, comme Abraham mérite. C'est un des fondateurs, hein. C'est un des fondateurs oubliés et tout le monde se moque de lui parce que quand on parle de lui et qu'on connaît pas, on dit toujours bah oui, c'est le fondateur, c'est le créateur de Tarzan. Alors on pense à Cheetah, toi Tarzan, moi Jen, mais c'est pas du tout ça. Et, ou sinon on dit oui, c'est celui qui a créé John Carter et on pense au film catastrophique de Disney, John Carter of Mars, et on se dit encore bah laisse tomber cet auteur. Mais comme d'habitude,
Les adaptations qu'il y a eu au cinéma, à la télé, ça veut rien dire. Il n'y a qu'à voir là, les adaptations de La Roue du Temps, par exemple, sur Amazon Prime. Bah, si vous faites une idée de La Roue du Temps avec la série de La Roue du Temps, vous lirez jamais La Roue du Temps. Donc je ferai des podcasts là-dessus. Mais pour en revenir à Mérite, donc, par le biais de Lefranc, quand j'ai vu qu'en fait il sortait des intégrales comme ça, des cycles par cycle. Alors j'ai d'abord chopé les cycles de Mars de, de Burroughs avec le cycle de Vénus, j'ai farfouillé, il y avait Doc Savage, il y avait David Starr d'Asimov, il y avait... Déjà après il y avait tous les autres cycles de Burroughs, c'est incroyable, il y avait le cycle de la Lune, il y avait Pellucida, donc moi j'ai mangé du livre à me remplir la panse, et à un moment donné je vois qu'il y a un mec que je connais pas, qui s'appelle Abraham Merritt, et il y a deux gros volumes, toute son œuvre en deux volumes. Alors je me dis, ah, de toute façon le franc pour l'instant, ils m'ont jamais déçu, et je vais choper les volumes. Et j'avais commencé à lire en fait aussi, à farfouiller dans ces bouquins-là. Mais comme aujourd'hui c'est des éditions qui n'existent plus, qu'on trouve que quand on a de la chance sur une brocante ou dans une solderie, ou alors à des prix de fou sur internet, bah, c'est super compliqué en fait d'accéder à ces textes. Heureusement, il y a le travail d'archiviste des mecs de Calidor là. Et donc pour l'instant ils ont sorti deux bouquins. Donc moi je voulais vous parler du premier livre qu'ils ont sorti d'Abraham Merrill qui s'appelle Les habitants du mirage, et en même temps de vous brosser un peu à tableau de l'auteur, parce que encore une fois il mérite, hein. Abraham mérite. Et comme je vous dis, surtout ce qui est intéressant avec ce type, c'est que c'est un des précurseurs. Il est né en 1884, c'est un mec de la génération de Burroughs, quoi. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est que c'est des Américains, à la différence des Anglais, parce qu'on sait qu'en Angleterre, avant eux, il y a eu Lord Dunsany, ou il y a eu Gulliver Jones, là, of Mars, il y a eu H.G. Wells, mais ils n'avaient pas une grande culture littéraire. C'est-à-dire que on dit souvent que oui, ils sont inspirés des Anglais. C'est pas si simple que ça. Ils ont créé un vrai style à eux. Par exemple, Merritt, là, dans un de ses bouquins, il rappelle Tolkien, parce qu'il crée un peuple qui ressemble au Hobbit. Mais à l'époque, le Hobbit n'était pas sorti. Donc on peut pas dire qu'il s'est inspiré de Tolkien. Pour vous dire que ils baignaient tous dans une espèce de soupe d'inspiration commune. Et il a vraiment inventé un genre mérite. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que comme je vous l'ai dit, il a une carrière très courte. Encore une fois, il a écrit 8 romans, quelques nouvelles. Et le paradoxe, c'est que c'était quelqu'un qui avait même pas besoin d'écrire des livres d'un point de vue financier, parce que très tôt, en fait, il est devenu journaliste et il a été rédacteur en chef adjoint d'un magazine qui s'appelait All Story Magazine. All Story Magazine, c'était le supplément littéraire de toutes les publications de Randolph Hearst à l'époque. Alors Randolph Hearst, pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait le comparer à Bolloré aujourd'hui, où c'était le mania de la presse aux États-Unis. Orson Welles là, avec son Rosebud et Citizen Kane, en fait, c'était une satire de Randolph Hearst, par exemple. Et donc, on sait qu'il n'avait pas besoin d'argent parce que ensuite, il est à la mort du rédacteur en chef, il est devenu rédacteur en chef lui-même. Et quand on lit un peu les notes biographiques de Mérite, on voit que le rédacteur en chef, quand lui il était adjoint, il gagnait à l'époque genre 240 000 dollars par an. À l'époque, c'est une fortune. Donc, c'était pas une raison financière qui le poussait à écrire, c'est juste un attrait pour la littérature et pour ce genre de littérature en particulier. Et le fait qu'il soit journaliste, en réalité, c'est que tout de suite, ce qui l'a intéressé, bah, c'était le début du siècle, hein. Donc il y avait justement tout ce sense of wonder, cet espoir dans la science, les expéditions qu'il y avait un peu partout sur la planète. Et en fait, il a posé un genre, le genre des éditions d'explorateurs perdus dans des contrées inaccessibles, que ce soit les Andes ou l'Alaska ou les îles du Pacifique. Par exemple, les habitants du Mirage, ça se passe en Alaska. Et une anecdote marrante en ce qui concerne l'Alaska, justement, parce qu'il y avait une autre nouvelle qu'il avait écrite qui se passait en Alaska, et où un mec trouvait une vallée perdue,
où le climat était chaud par rapport au climat arctique de l'Alaska. Genre la jungle oubliée pour, pour les amateurs de Khazar et des X-Men. Et bizarrement, quelques temps après qu'il ait écrit cette histoire, bah, justement dans tous les journaux de l'époque, on relatait le fait que des explorateurs avaient trouvé une vallée perdue en Alaska qui avait rien à voir avec le climat arctique et je sais pas, qui était protégée, je sais pas, par les hautes montagnes ou je sais pas, il y avait une espèce d'aberration climatologique, climatique qui faisait que c'était pas le même climat. Et à l'époque justement, ça avait fait grand bruit et tout le monde s'est dit mais c'est qui se mérite qu'écrit un bouquin et quelques temps après on voit qu'il tombe juste. Donc ça avait un peu fait monter la mayonnaise autour de ses parutions et ça l'avait rendu un peu plus célèbre. De toute façon, il n'avait pas besoin de ça. Et donc pour en revenir à notre ami Mérite, en gros, il invente un genre qui est aujourd'hui on dirait de la fantaisie parce qu'il y a souvent une sorcière maléfique, il y a souvent des caractéristiques qui font que on peut le classer dans la fantaisie, on peut le classer aussi dans le fantastique. Il y en a plein qui disaient que son premier texte, comment ça s'appelle son premier texte? Je vais vous dire ça de mémoire. Je confonds toujours avec Le Gouffre de la Lune parce qu'en anglais c'est à peu près le même titre, c'est The People of the Pit. People of the Pit. Euh, c'est justement en Alaska là, des mecs qui se perdent et qui trouvent une vallée perdue et qui trouvent des espèces de monstres qui ressemblent à des escargots. Et à l'époque, la plupart de la presse et des critiques l'avaient comparé à Edgar Allan Poe. Et, bah, à l'époque, de comparer un texte à Allan Poe, c'était vraiment adouber l'auteur en réalité. Donc en gros, on va dire que ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la SFFF, quoi, science-fiction, fantasy, fantastique. Mais il a inspiré toute une génération ensuite, quoi. C'est-à-dire, je vous disais que Lovecraft, par exemple, qui est un peu plus jeune que lui, on va dire qu'il est né un peu après lui, mais qui était un admirateur convaincu de Mérite, s'est beaucoup inspiré aussi de ces romans d'aventure au bout du monde. Et donc, pour en venir aux habitants du Mirage, notre ami Abraham, qui bon an mal an sortait, je sais pas, un roman tous les 2 ans, une fois par an, entre 19 et 35, et ben s'attelle à la tâche et nous écrit les habitants du Mirage. Et qu'est-ce que les habitants du Mirage? Alors je vous fais un petit pitch rapide. Alors, au cœur des montagnes glacées de l'Alaska et des neiges éternelles, il y a un explorateur qui s'appelle Leif qui trouve un escalier qui descend à travers la brume. Et au fond de la brume, il y a une vallée perdue, encore une fois. Et il trouve deux peuples qui sont coupés de la civilisation et qui se livrent une guerre sans merci. Mais c'est des peuples qui ont des caractéristiques vraiment de peuples de fantaisie. Il y en a qui ressemblent à des espèces de vikings et il y en a d'autres qui ressemblent à des guerriers médiévaux typiques d'un roman de fantaisie. Alors, d'un côté, il y a la sorcière Lure, qui est redoutable et qui fait des sacrifices humains et qui essaye de prendre le pouvoir. Et de l'autre côté, bah, il y a une jolie princesse qui s'appelle Evali et qui, qui plaît bien à notre ami Leif. Mais le twist, c'est que plus il avance dans cette vallée, plus il sent que son esprit flanche et que un autre esprit essaie de prendre possession de lui. Et c'est l'esprit du terrible Douayanu, qui était un grand roi d'une de ces deux tribus mort il y a bien longtemps, au temps jadis. Et d'ailleurs, la sorcière Lure, là, reconnaît cet esprit en lui. Alors après, pour nous, ça paraît un peu bateau. Bien sûr, il va essayer de lutter contre cette espèce de possession. Leif est attiré par Evali, alors que Doyanou a envie de s'allier avec Lure et plus si affinité. Mais encore une fois, après, c'est le travail de la langue et surtout l'ambiance qu'il met dans cette histoire qui nous prend en réalité. Parce que, bien sûr, nous en 2024, on a l'impression que c'est éculé comme genre d'histoire. On a l'impression que si on lit Speech, la plupart des gens vont dire ah, on s'en fout, on a vu ça 1000 fois. Mais ce qui est fort et ce qui a fait que pendant des années, cet auteur a vendu des millions d'exemplaires,
c'est que bien que, bon déjà à l'époque, comme je vous l'ai dit, c'était inédit, et que bien que pour même après, on va dire une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, il y a eu des centaines d'auteurs qui abordaient les mêmes thèmes, bah en réalité, ceux qui ont perduré, c'est lui, Mérite, c'est Lovecraft, même par exemple lui s'était un peu inspiré de Rider Haggard là, avec Haggard, c'est celui qui a inventé Alan Quatermain, et les mines du roi Salomon et compagnie. Et il avait écrit justement un ouvrage qui s'appelle She, où un archéologue ou un explorateur anglais qui se retrouve en Égypte, pareil, euh, il est avec une femme qui l'accompagne ou qui trouve sur place, et en fait ils se font posséder tous les deux par les esprits d'anciens égyptiens, et donc ça joue sur les deux époques, sur les deux tableaux, et ça ressemble un peu aux habitants du Mirage. Donc, comme je vous le disais, en fait, c'était une époque où il y avait plusieurs thèmes qui étaient travaillés par tout un pool d'auteurs, et chacun en donnait sa version. En tout cas, moi, Les Habitants du Mirage, c'était peut-être le deuxième roman que j'ai lu de Mérite. Je crois que j'ai lu La Nef d'Ishtar en premier. Et encore une fois, le travail de Kalidor, ce qui est bien avec eux, c'est que à l'époque, quand moi je lisais la Nef d'Ishtar ou d'autres textes de Mérite, j'avais l'impression que c'était la version définitive des textes. Et justement, comme ils écrivaient dans des pulps, et que à l'époque, leurs travaux n'étaient pas encore transcrits en livres, et qu'ils étaient payés au mot, et que parfois les éditeurs de ces pulps leur demandaient de réécrire ou de couper, en réalité, parfois, il y a plusieurs versions de la même histoire. Et nous, les premières versions qu'on a eues justement dans les années 80, 90, c'était parfois pas les versions que l'auteur avait décidé d'écrire en réalité. Et justement, pour les habitants du Mirage, on a les trois fins. On a la fin que l'auteur avait écrite dans son roman, la fin que euh, les Pulps avaient décidé de publier, et la fin qui avait été éditée à la mort de l'auteur dans un magazine ou dans un journal. Donc c'est marrant parce que ça fait genre bonus de DVD quoi, avec Director's Cut et fin cinéma. Et pour ce qui est du visage dans l'abîme, là, bah, on a la même chose. C'est pour ça que Kalidor fait vraiment un bon boulot, parce que nous, on n'était pas conscient de ça quand on lisait ces textes en étant adolescent. Alors encore une fois, là, c'est vrai que c'est un peu brouillon, hein, je pars un peu dans tous les sens. Il va falloir que je commence à me donner un cadre dans ces podcasts-là, à écrire un conducteur, comme on dit, à travailler un peu plus sérieusement. Mais pour l'instant, en vérité, c'est un peu des tips, un peu des conseils comme ça, pour les amateurs de bouquins, et pour que ça dure pas trop longtemps. Mais on va travailler à ce que ce soit un peu plus sérieux. En tout cas, Abraham mérite. Les habitants du Mirage, enfin disponible en version fidèle à la vision de l'auteur. C'est disponible aux éditions Calidor. Encore une fois, comme pour les autres podcasts, hein, quand je vous dis qu'un livre est disponible dans telle ou telle édition, moi je gagne rien. Hein. C'est pas des services de presse, c'est des bouquins que j'ai achetés moi-même. C'est juste des informations. Par exemple, pour lui, là, Abraham mérite. Faut vraiment que je vous dise où trouver les textes parce que c'est super dur. Comme je vous dis, il y a soit les deux volumes des éditions Le Franc. Il y a des préfaces, il y a des postfaces, pareil, hein, chez Calidor aussi. Pour l'époque, c'est du travail sérieux. Mais déjà, ils sont plus dispo, ils sont super durs à trouver, ils sont chers. Sinon, vous pouvez tomber de temps en temps sur, comme je vous dis, les poches j'ai lu. Et là, ça vaut rien, c'est du 50 centimes en brocante, et c'est agréable à lire. Mais maintenant que je sais que souvent la fin n'est pas forcément celle que l'auteur a voulu, moi je vous conseille d'acheter les, les recueils de Calidor, hein, parce que c'est les seuls qui sont dispo déjà, et dont vous êtes sûr d'avoir la véritable version. En plus, ce qui est cool, c'est que il y a toujours un travail éditorial, quoi. Il y a une préface, il y a une postface, euh, il y a surtout dans le deuxième, là, le visage de l'abîme, parce qu'apparemment maintenant ils font deux éditions distinctes, une édition simple, on va dire, et une édition de luxe. Dans celui du visage de l'abîme, bon, vous avez toujours des illustrations hein, dans les deux types d'éditions. Mais là, il y a des postfaces de grands auteurs de SF. Hein. Il y a Silverberg, il y a. Je sais plus qui encore. Il y a
pulps. Franchement, ils ont de la gueule, hein, ils ont de la gueule, les bouquins. Après, bien sûr, c'est pas les mêmes prix. Euh, le visage de la Bible, c'est 26 euros. Ouais, faut les mettre, hein. Et les habitants du Mirage, c'est 20 euros. Moi, de toute façon, ce que je fais la plupart du temps, hein, c'est j'achète d'occasion. Je vais dans des magasins comme Gibert, hein, j'attends de les trouver d'occasion, ou je refourgue des bouquins, soit que je veux plus, soit que j'ai trouvé en brocante pas cher, et ça me fait. Parce qu'ils mettent ça sur des cartes, ça fait ils mettent 10% en plus, et comme ça vous permet d'acheter des bouquins à pas cher, quoi. Parce que, justement, comme je dis toujours, quelqu'un qui achète un livre une fois par an, ça lui fait pas mal de mettre 26 euros. Mais pour un mangeur de livres, pour un mec qui a besoin de son shoot hebdomadaire de bouquins, c'est pas possible. Donc soit on est libraire, soit on trouve des feintes pour les payer moins cher. Alors bien sûr il y a internet, il y a les brocantes, il y a les solderies, et parfois ça suffit pas, donc les magasins comme JBR ou même maintenant Cultura, on peut leur refourguer des bouquins et ils vous font des cartes cadeaux. Bon, c'est un petit conseil de lecteur de livres, quoi. Bah voilà, c'est fini pour Abraham Mérite. Enfin, c'est fini que pour ce podcast parce que je pense que Mérite, comme tous ceux de cette époque, bah, à un moment ou à un autre, je ferai des podcasts un peu plus sérieux, un peu plus fouillés, un peu plus organisés, et pour vous expliquer un peu ce que c'était que tous ces pubsters là, parce que en réalité, il y a plein d'auteurs dont je vais vous parler un peu plus sérieusement, comme Robert Howard ou Clark Ashton Smith ou Lovecraft ou les braquettes. Enfin, il y en a mille. Il y en a mille de cette période et qui méritent plus qu'un podcast d'une demi-heure, quoi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à me pardonner de partir un peu dans tous les sens dans ces premiers essais là de podcast, parce que pour l'instant je l'ai fait sans notes, sans conducteur, sans rien, juste de mémoire un petit peu, avec parfois le bouquin devant moi. Donc c'est un peu hésitant et tout, mais c'est juste pour essayer d'établir un peu une manière de faire dans les podcasts. Donc à bientôt les mangeurs de livres. Faites-vous plaisir, lisez des livres.